Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien sûr. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle des entrepreneurs et des entreprises. Comment les soutenir lorsqu'elles sont en situation d'échec? Comment les accompagner aussi pour rebondir? On en parle avec Philippe Fourquet. Il est le secrétaire général du portail Rebond. Il est notre invité. Le livre de Smart Job, tiens, ça fait écho d'ailleurs avec notre sujet Oser transformer sa vie à 30, 40 ou 50 ans. Ça veut dire se reconvertir. C'est pas si simple. On en parlera avec Pascal Delomas. Elle est l'auteur de ce livre. Elle est coach et formatrice. Et puis le cercle RH, les experts de Smart Job. Évidemment, cette manifestation du 1er mai, bilan et perspective. Stop ou encore ce mouvement social, on en parlera. On parlera aussi de la loi sur le partage de la valeur. C'est pas si simple, très complexe. On en parlera avec nos experts. Et puis, les scénaristes américains sont en grève. Et quand ils se mettent en grève à Hollywood, ça grippe toute l'industrie du cinéma. Et puis, on terminera avec Fenêtre sur l'emploi, une crise durable pour l'industrie de l'habillement. Le petit commerce de l'habillement est en crise. On l'avait évoqué avec Dominique Restineau. On en parlera avec Pierre Talamon. Il est président de FNH, la Fédération nationale de l'habillement. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des entrepreneurs et des entreprises et de leurs entreprises. Certaines fois, ils traversent des passes difficiles. Ils sont même parfois obligés de mettre la clé sous la porte. Ce sont des moments difficiles sur le plan humain, évidemment sur le plan de l'emploi. On en parle avec Philippe Fourquet. Bonjour Philippe. Bonjour. Secrétaire général de Portail Rebond. Quelques mots sur votre parcours, parce que c'est une organisation, un collectif qui, chaque jour, tend la main, accompagne, aide les entreprises. D'abord sur vous. Parce que vous venez de chez EY. Alors j'étais chez EY. Et grâce à un mécénat de compétences, c'est quand même très intéressant. Oui. Vous basculez d'abord dans un mécénat de compétences. Vous apportez votre compétence à un réseau associatif. Exact. Et puis ça vous passionne tellement que vous quittez EY et que vous en faites votre métier. Comment ça s'est passé ça à titre personnel? À titre personnel, déjà chez EY, j'accompagnais déjà les entrepreneurs. J'étais en charge des bureaux régionaux d'EY sur une clientèle entrepreneur, pas TPE, plutôt PME et TI. Mais toutes ces histoires d'entrepreneurs me passionnaient. Histoire humaine. L'histoire humaine. Ouais. Que ce soit des entreprises familiales ou des entreprises de start-upers ou des entreprises créées. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité en 2012 de croiser Philippe Rambaud, le fondateur de 60 000 rebonds, qui avait fait le constat, lui, au sortir d'une liquidation de son entreprise, qu'il n'y avait rien. Il était seul. T'es seul. Il n'y avait rien pour accompagner les entrepreneurs. Et donc, il a eu l'idée, à l'époque, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il a eu l'idée de créer une association pour accompagner ces entrepreneurs. 60 000 rebonds, donc vous en êtes membre. Aujourd'hui, un collectif, Portail Rebond, on va en parler. Oui. Il y a quand même ce mot rebond. Il y a quand même dans votre message l'idée que, oui, on peut se casser la figure, oui, l'entreprise peut fermer, ce qui est le cas aujourd'hui, mais on peut rebondir. Et c'était ça aussi qui m'animait par rapport à votre question, c'était un peu ce sentiment d'injustice. Et aussi de regard qu'on avait sur ces échecs. Injustice parce que ces personnes avaient osé entreprendre, et puis malheureusement, elles s'étaient retrouvées sur le bord du chemin, et souvent, elles étaient stigmatisées. Elles étaient considérées comme comme on dit, des losers. Des losers, il faut employer le terme. T'as fermé ta boîte, t'as pas réussi. T'as pas réussi. Alors qu'en fait, quand on regarde ce sujet-là ailleurs, et notamment dans les pays anglo-saxons, c'est un élément de l'échec est un élément de l'expérience. L'échec, si on en tire les enseignements, et quand on regarde à la fois des gens qui ont réussi, ils vous disent tous qu'ils ont eu dans leur parcours 2 ou 3 tentatives, voire plus, qui ont échoué, et puis même des entreprises qui sont vraiment successful, ils nous disent on a eu plein d'échecs. La seule différence, c'est que ces échecs-là ne nous ont pas tués. Oui, parce qu'ils cherchent, parce qu'évidemment, ils explorent. Bien sûr. Ils cherchent la bonne route. Vous, votre mission à vous et vos équipes, à la fois des bénévoles, entendons-le bien, mais aussi des salariés, c'est quoi? C'est d'avoir d'abord un temps d'écoute avec eux, c'est d'avoir un programme d'accompagnement. Qu'est-ce que vous leur proposez et leur offrez? Alors, il y a plusieurs choses. Si on regarde au niveau du portail, le portail, c'est 4 membres à l'origine. Donc, 60 000 rebonds dont on a parlé. Là, on leur propose, quand ils ont perdu leur entreprise,
on leur propose un accompagnement pour leur permettre de rebondir dans de bonnes conditions. Donc il y a de la psychologie, il y a de la santé, on est un peu abîmé quand même quand on a subi cet échec. Oui, alors là dans ces situations-là, il y a un premier travail avec des coachs professionnels. Un travail sur la confiance en soi, l'estime de soi. C'est directement lié au regard sur l'échec. Parce qu'il faut permettre aux personnes de reconstruire ce qu'on appelle ce socle personnel. Une fois qu'elles ont construit ça, là, on peut parler de rebond derrière. C'est pour 60 000. Mais ça veut dire, vous dites à ce chef d'entreprise qui arrive démobilisé, qui est dans un système très français, il a échoué, vous lui dites qu'il y a encore possibilité de rebondir, ou certains vous disent, écoute, j'arrête, et moi je redeviens salarié, c'est plus possible. Là, au départ on dit rien. Ouvert. On est ouvert. Ce qui est important, tout est possible. Et ils vont cheminer, et peut-être qu'à un moment, ils se rendront compte que, comme vous le dites, l'entrepreneuriat, c'était peut-être pas fait pour eux et qu'ils vont aller vers le salariat. Quand on regarde, il y en a 50% qui rebondissent en salariat, 50% qui rebondissent en entrepreneuriat chez 60 000 rebonds. Donc 50% sont un peu leurrés en disant je crée ma boîte sans avoir tous les outils. Pas forcément, parce que dans ces 50%, vous doutez bien qu'en ayant connu une liquidation, c'est compliqué de recréer une boîte. Ah oui. Donc, juridiquement, c'est compliqué. Déjà, juridiquement, il y a un certain nombre de sujets, on pourra en parler. Et donc, forcément, ils choisissent la voie du salariat, même si, au fond d'eux-mêmes, ils ont envie de recréer une boîte. Et ils la créeront 2-3 ans plus tard, en règle générale. Parce qu'ils l'ont en eux. Parce qu'ils l'ont en eux. Qu'est-ce qui leur a manqué? Parce que ça, c'est intéressant. Vous avez, à travers vos activités, dès le départ, avec 60 000 rebonds, et aujourd'hui Sportail, vous avez déjà, j'ai mis un tableau de bord. Quelles sont les grandes erreurs que font, erreurs ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi les grandes typologies de difficultés? La première chose, c'est souvent, quand ça commence à devenir difficile, à rester seul, à s'isoler. On parle plus, on se replie. Voilà, et on pense qu'on va sortir la boîte de l'ornière tout seul, et qu'on porte tout sur ses épaules. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur, et c'est vrai aussi, dans ces périodes-là, tout s'accélère, et le temps de lever le nez du guidon, et là on rejoint le sujet de la santé, fait qu'il n'est pas là. Et qu'on s'enferme dans un mode de fonctionnement qui est dangereux. Mais quand vous dites santé, je sais que vous faites un focus particulier dans Portail Rebond sur ce volet. Avec Amarok, oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui rentrent en dépression? C'est des gens qui peuvent tomber malades? C'est quoi Oui, c'est sa dépression, burn-out. Un burn-out, ils peuvent tomber malades. Et ils ont si vous voulez, une difficulté, par cette fatigue extrême, à être lucide par rapport à la situation qui est la situation de leur entreprise, et puis aussi à être efficace. Parce qu'au bout d'un moment, quand on est dans ce burn-out, on met 3 fois plus de temps pour faire une tâche qui, mais normalement, serait simple. Donc, c'est le premier actif de l'entreprise, la santé du dirigeant, surtout sur une toute petite entreprise, 3-4 salariés. Donc ça, c'est important. Ça, c'est une première cause. Ce qu'on voit aussi, donc, ne pas s'entourer et s'isoler. La deuxième cause, souvent, c'est ne pas gérer suffisamment bien sa trésorerie. Souvent, le chef d'entreprise peut s'en remettre à son expert comptable. Malheureusement, il faut que le chef d'entreprise, ça soit un peu un mouton à 5 pattes. Qui regarde les comptes. Il faut qu'il regarde les comptes. Il faut qu'il regarde aussi le cash. Et ça, souvent, on peut faire du chiffre d'affaires, mais si on ne l'encaisse pas, ou s'il y a des délais très longs pour l'encaisser, ou si on a une ardoise, si je peux prendre l'expression, eh bien là, votre entreprise, elle peut être vite en difficulté. Voire même, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, un seul client qui représente 40% de votre chiffre d'affaires. Et qui ne paye pas. Et là, vous êtes au tapis. Je retiens quand même dans notre échange, 50%, même s'ils repartent dans le salariat, même ont quand même au fond d'eux cette petite lumière qui dit tu vas la recréer un jour. 20 ou 30% d'entre eux. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on a un esprit d'entreprise en France, ou d'entreprendre. Exactement. Et puis la deuxième chose qui est intéressante dans ce qu'on dit, c'est que ils nous disent tous, quand ils recréent, je recruterai plus, parce que ils ont été, et on le comprend, très traumatisés par la fermeture de leur boîte et le licenciement de leurs collaborateurs. Et quand on les regarde à 5 ans, ils ont créé 3 emplois. Je voudrais indiquer quand même cette application, parce qu'il y a un numéro vert, il faut quand même préciser que vous êtes une structure très, très ramifiée. Un numéro vert, le 0805 691 880, 24 heures sur 24. Exact. Une appli, ça c'est important, allez donc télécharger l'appli, ce qui permettra d'accéder au portail du rebond. Et vous remercier pour l'engagement que vous avez en direction de ces femmes et ces hommes qui rebondissent pour un certain nombre d'entre eux. Vous savez, souvent on dit, vous parliez de mon parcours chez EY, souvent on dit on vient pour apporter, pour essayer de donner, mais en fait... on reçoit beaucoup.
C'est énorme ce qu'on reçoit. Évidemment. Et donc, c'est ça qui donne de l'énergie. Merci Philippe Fourquet, vous êtes le secrétaire général de Portail Rebond, une appli et un numéro vert. C'est très facile, allez sur le site internet de Portail. Merci à vous. Merci à vous. On tourne une page, c'est le livre de Smart Job, comme chaque semaine. Tiens, la reconversion, ce qui fait écho avec l'échange que l'on vient d'avoir. C'est possible à 30, 40, même à 50 ans. On en parle avec son auteur. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, avec ce livre « Oser transformer sa vie ». C'est un débat évidemment qu'on a régulièrement sur le plateau à 30, 40, 50 ans, révéler ses talents et retrouver sa voie, édition Erol. Et son auteur, Pascal Delomas, ou Deloma d'ailleurs. Alors ça dépend si on habite au nord ou au sud. Alors moi j'ai envie d'habiter au sud, il fait beau. Delomas. On va dire Delomas. Ravi de vous accueillir, vous êtes coach, formatrice, vous avez une vie avec plein de métiers, vous aussi, parce qu'on n'écrit pas ce livre par hasard, non? Alors, vous racontez beaucoup, votre fille, votre ami gynécologue, lors d'un dîner, enfin vous racontez beaucoup de choses qui viennent de vous. Oui, alors c'est effectivement, c'est un peu mon parcours de vie qui a inspiré ce livre, puis aussi les gens que j'ai rencontrés et qui se posaient ce type de questions. Donc, comme je me les suis posées, j'ai cherché des réponses. Il y a beaucoup de choses très riches parce qu'il y a à la fois vos expériences, ce professeur d'anglais qui muselle votre fille, qui se trouve nulle en anglais. Faites un pas de côté éducatif et elle va apprendre à faire de la cuisine et va devenir la meilleure quelques années plus tard et retrouvera ce prof au lycée. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire par là? Alors, dire que malheureusement, souvent, certaines rencontres ou certaines situations créent des prédictions négatives dans lesquelles s'enferment les individus. Et malheureusement, je crois que c'est en grande partie le cas de notre système scolaire, qui de ce point de vue n'est vraiment pas vertueux par rapport à d'autres. Mais on retrouve la même chose en entreprise, où la prédiction négative bloque des carrières et parfois même crée des burn-out. Il y a un chapitre qui s'appelle « Les vertus de l'échec », on vient d'en parler, l'idée de ces chefs d'entreprise qui chutent mais qui rebondissent. Livre de Charles Pépin, les vertus de l'échec. Ça, ce sont des éléments dans ce livre et dans vos accompagnements qui sont importants. Vous dites à l'autre, un échec, c'est pas la fin de ta vie, c'est juste une étape de ta vie. Oui. Et même parfois, c'est très apprenant. Alors, maintenant, dans les entreprises, on aime bien en parler, c'est devenu plus à la mode, mais dans les faits, c'est pas vraiment dans notre culture. Ça reste quand même quelque chose qui est assez lointain. On aime bien, on reste un pays où on aime les parcours rectilignes, où il y a une sorte de sens quand on regarde du début jusqu'à la fin, alors qu'en réalité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt particulier. Mais votre livre, en fait, c'est un livre qui nous libère, nous donne envie de le faire et vous expliquez pourquoi parfois on n'arrive pas à le faire, notamment sur ce chapitre sur les croyances limitantes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a à la fois un très fort désir de renverser la table et quand on regarde les chiffres, il y en a finalement assez peu qui la renversent la table. Ils ont très envie et il y a beaucoup de choses qui les empêchent. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure liée à l'échec, notamment, et à la peur, finalement, de ne pas y arriver. Il y a aussi une spécificité très française autour de la notion de statut, qui reste importante dans notre pays. On est un vieux pays, donc une fois qu'on a acquis une place, on a un statut, une position dans la société. On existe, socialement. Exactement. Et donc, du coup, on va avoir du mal à la quitter, plus que de quitter, d'ailleurs, la sécurité financière. C'est assez ambigu de ce point de vue. Les Nord-Américains, ils gagnent de l'argent. Le statut est beaucoup moins important pour eux. Donc du coup, le rebondir est moins compliqué. Mais au fond, ce livre, vous nous dites à 30, 40, alors on se dit à 30 c'est jouable parce qu'on est en début de carrière et qu'après tout on a le droit de changer de voie. À 40, c'est un peu le démon de midi, on se dit voilà, je change de vie, je fais autre chose. Et à 50, là, c'est quoi parce que ça fait écho évidemment au débat sur les retraites, à l'idée qu'on aura plein de métiers, qu'il faut savoir bouger. 50, c'est quoi? C'est quel profil de personnes là, qui bougent? Alors, souvent à 50 ans, ce sont des gens qui étaient assez investis dans un parcours professionnel. Et puis, l'entreprise ou le secteur dans lequel ils se sont investis pendant un certain nombre d'années a changé profondément. Les objectifs même de leur secteur d'activité ont complètement été modifiés. Ils ne s'y retrouvent plus. Oui. Et ils se disent aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de jouer ce jeu. Avant de nous quitter, quand même, il y a des éléments très positifs. Il y a, dans ce chapitre 10, pratiquer l'optimisme. Alors, l'optimisme, on voit ce que c'est, mais quand vous rajoutez la pratique, vous en faites un sport. Et effectivement, quand on lit le chapitre, vous dites, globalement, il faut vous mettre un coup de pied aux fesses, soyez optimiste. Est-ce que c'est si facile que ça ?
Mais c'est indispensable en vérité, parce que si on n'est pas optimiste, on ne voit pas les opportunités. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que l'optimisme, c'est ce qui permet de voir ce qui va dépasser un petit peu, saisir l'opportunité et puis se lancer alors qu'on ne va pas identifier les risques éventuels. Si on est pessimiste, on trouvera toujours d'excellentes raisons de ne rien faire. Il y a quand même un élément, et je le gardais pour la fin parce qu'on traite beaucoup de ce sujet dans notre émission, c'est la tentation de l'ailleurs. Il y a l'idée de renverser la table, c'est-à-dire quitter son secteur pour... mais il y a quand même chez les Français une sorte d'esprit de voyage, de voyageurs, de découverte. C'est très fort. Est-ce que c'est plus fort aujourd'hui? Est-ce qu'à travers ceux que vous accompagnez, il y a non seulement envie de renverser la table, mais en plus d'aller au Canada, de partir en Australie? Est-ce que vous le retrouvez, ça? Alors, ça a été vrai. Je dirais que le Covid, de ce point de vue, a quand même créé... Oui, ça a quand même créé un retournement. Il y a moins de candidats à l'expatriation aujourd'hui qu'avant. Mais c'est vrai que pour les gens, ça paraît plus simple de changer de vie en allant ailleurs que de changer de vie en revient au statut. Ici. C'est ça. On s'en fiche du statut quand on est ailleurs. C'est ça l'idée. Tout à fait. On n'a plus honte. Exactement. Après tout, je suis reparti, j'étais cadre sup, je suis devenu prof en Australie, mais c'est presque génial. Exactement. On est libéré de cette espèce d'uniforme qu'on devait porter et on vit sa vie en dehors du regard des autres. Merci Pascal de Lomas, version sud de la France, édition Erol, et vous accompagnez, on l'aura compris aussi, ces Françaises, ces cadres ou pas d'ailleurs, à tenter leur chance, à se révéler, à vivre leur vie finalement. C'est ça l'objectif de ce livre. Oui, c'est de donner de l'espoir et de remontrer à chacun ses marges de manœuvre, et elles sont plus importantes qu'on l'imagine pour chacun d'entre nous. On se connaît trop mal en fait. Exactement. Il faut un regard extérieur pour mieux se connaître. Merci Pascal de Lomas. Regardez ce livre, lisez ce livre, osez transformer votre vie. Peut-être que vous y pensez à 30, 40 ou 50 ans, parce que c'est important de rajouter 50 ans. Révéler ses talents et retrouver sa voie. Édition Erol. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page et on va s'intéresser évidemment, comme chaque semaine, aux experts, avec nos experts, à l'actualité évidemment du moment. Le 1er mai, Stop ou encore, ce mouvement social, avec une nouvelle manif. On va parler de la loi partage de la valeur, loi sur le principe très simple, assez complexe à mettre en place. Puis on va parler de la grève des scénaristes. Évidemment, c'est très loin de nous, mais quand les scénaristes à Hollywood s'énervent, c'est tout le cinéma américain qui s'arrête. Voilà le programme, c'est le Cercle RH, juste après la pause. Le Cercle RH et les experts de Smart Job, comme chaque semaine, pour balayer l'actualité ce 1er mai, avec une nouvelle manifestation prévue le 6 juin prochain. Mouvement social Stop ou encore. Pendant ce temps-là, le gouvernement accélère et a dévoilé un calendrier très précis d'un nombre de textes, dont un texte sur le partage de la valeur, un texte sur le travail. Enfin, le gouvernement, en tout cas, essaie d'enjamber et d'accélérer. On va parler du salaire des députés, puisque les députés faisaient partie des 1% les mieux payés. Ils passent à 3%, donc ils régressent, en tout cas, sur le plan du salaire. Et puis, on va parler aussi, si on a le temps, mais je trouve ça intéressant, de la grève des scénaristes, parce qu'on s'intéresse tous au cinéma sur ce plateau, et c'est une guilde tellement puissante que quand il s'arrête, il n'y a plus d'industrie. Donc ça, c'est très très intéressant. On en parle avec Angélique Pétel. Bonjour Angélique. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Senior manager chez SIA Partners. Ravi de vous accueillir. À vos côtés, Stéphane Marchand. Bonjour Stéphane. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Rédacteur en chef de l'Écho, délégué général de l'Institut du capitalisme responsable. C'est un joli titre. Et la une de Pour l'Écho, ça va faire couler de l'encre, ou en tout cas faire parler dans les chaumières, qui n'a jamais payé au black. L'idée, c'est du paiement de la main à la main, avec quand même le gouvernement qui a en tête, avec l'obligation de la TVA automatisée, la facture électronique, ça, tous les comptables sont dessus. De manière à enrayer ça. C'est ça l'objectif. Mais c'est toujours le travail clandestin qui gagne. Les gouvernements et les régulateurs sont toujours en retard d'une technologie. Et Sylvain Bersinger est avec nous, économiste chez Asterès, avec des notes d'analyse et des livres. Je rappelle le Audiard, c'est ça? Audiard, vu l'économie à travers... l'économie avec Michel Audiard. Je vous invite à lire ce livre parce que c'est une manière un peu ludique de faire de l'économie. Un mot tous les trois sur ce mouvement social. Il y a eu le 1er mai des violences très fortes avec ce CRS brûlé en partie, vivant évidemment par un cocktail Molotov. C'est quoi? C'est Stop ou encore? Parce qu'on a déjà un début de morcellement du mouvement social. La CFDT dit, attendez, il faut retourner discuter. La CFTC dit, on ne peut pas manifester comme ça toutes les semaines. La CFE-CGC dit à peu près pareil, il n'y a que la CGT. Pour vous, c'est la fin du mouvement social, là?
Alors, sur les alliances entre syndicats, je ne suis pas spécialiste, j'ai plus abordé les choses sur un aspect économique. Allez-y. Je pense que sur le mouvement social, et on va dire globalement le mécontentement des Français qui est assez fort, je pense qu'effectivement dans les mois à venir, ce mécontentement-là va rester assez fort, notamment parce que l'inflation ne va pas baisser tout de suite. Donc il y a dans ce mouvement social, alors il y a évidemment les retraites, on sort mais on quitte les retraites pour un sujet plus global finalement. Pour un sujet, notamment sur le pouvoir d'achat. Donc je pense que l'inflation va baisser à partir de l'été, de l'automne, mais dans les mois à venir, ça va rester un sujet sensible. Je pense Mars rouge, septembre vert, nous dit-on. Oui, c'est grosso modo ça. Je pense malgré tout que dans ce contexte de mauvaises nouvelles, il faut aussi rappeler les bonnes, qui sont les chiffres de l'emploi. Hein. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi continue à légèrement baisser au premier trimestre. Donc c'est vrai qu'il y a de l'inflation, mais ne voyons pas non plus tout de manière excessivement rouge. C'est bien de l'entendre. Et les chiffres de l'emploi restent bons, et on aura les chiffres vendredi qui seront sûrement pas trop mauvais, je pense. Stéphane Marchand, là c'est intéressant parce qu'on est déjà en train, nous aussi finalement, d'enjamber le débat des retraites qui semble soldé. Il y a un texte, une proposition de loi le 8 juin déposée par Lyotte qui donne un dernier soubresaut pour faire tomber le texte, mais il y a peu de chance. On est dans un climat social très tendu et en même temps une économie qui ne se porte pas si mal, si je veux paraphraser ce que nous dit Sylvain. C'est vrai que c'est le paradoxe français aujourd'hui. Hein. L'économie se porte plutôt bien, l'emploi se porte plutôt très bien quand on regarde le passé français, et pourtant les manifestations continuent, le mouvement social continue. Ça veut bien dire que le mécontentement est extrêmement profond. Il va bien au-delà de la réforme des retraites. Il est très largement incarné. La colère est très largement incarnée, tournée vers le président de la République. C'est une des conséquences du quinquennat peut-être, mais surtout de la personnalité d'Emmanuel Macron. De son attitude. Hein. On peut être inquiet de savoir comment ce quinquennat va durer, qu'est-ce qui va se passer dans le quinquennat qui ne fait que commencer. Ça, c'est clair. Et puis quand même, on voit qu'après 50 ans de dégringolade tragique, le syndicalisme français reprend du poil de la bête. Peut-être parce que... Alors, il reste extrêmement faible, on en parlera peut-être tout à l'heure. Hein. On a le taux le plus faible de syndicalisation de toute l'OCDE, 7%. On est nettement moins syndiqués que les Américains. Enfin, c'est absolument incroyable. Et nos modèles du nord de l'Europe, Finlande, Suède, Norvège, tous ces pays-là, sont... syndicalisé à 80%. Il faut préciser, Stéphane, que dans certains pays, c'est obligatoire. C'est obligatoire, où on annexe l'accès à la mutuelle à la syndicalisation. Donc, si vous voulez, ça donne un peu envie aux salariés de se syndiquer quand même. Ce qui se passe en France, c'est quand même que l'acteur syndicat devient un acteur politique à part entière, et dans le jeu actuel qui consiste à avoir le Rassemblement national, la NUPES et les syndicats. Il y a un troisième acteur, face à Emmanuel Macron, c'est le nouveau jeu politique français. Voilà ce qui, à mon avis, est intéressant. Angélique Pétel, vous en pensez quoi à la fois de ce mouvement social et du sujet qu'on va évoquer d'ailleurs en transition directe, le calendrier développé par Elisabeth Borne, qui est toujours à son poste, avec un certain nombre de textes, dont le texte sur le partage de la valeur. On a quand même la création de France Travail, avec un texte dans lequel il y aura évidemment le fait qu'on crée cet organisme qui va rassembler tous les acteurs du travail. On voit quand même que le gouvernement a senti quand même qu'il fallait accélérer sur ces sujets de travail quand même, de transformation du travail. Alors certes, il faut qu'effectivement on accélère sur l'enjeu du travail parce que c'est quand même l'enjeu majeur en tout cas pour les Français. Mais ce qu'on peut regarder notamment à travers les manifestations et cette mobilisation qui a été accrue voire historique, c'est que la colère, et je vous rejoins, elle persiste. Oui. La colère sociale, elle risque de perdurer d'ailleurs. Persiste. Et on le voit parce qu'on est en attente par exemple du référendum individuel partagé qui doit tomber là le 3 mai par le Conseil constitutionnel. C'est un des leviers en tout cas des syndicats, parce qu'effectivement, ils mettent en place aussi une stratégie de pression. Mais on a aussi, effectivement, vous le disiez tout à l'heure avec le groupe Lyotte, c'est-à-dire qu'on veut abroger une loi par une autre loi. La plus célèbre, c'était l'abolition de la peine de mort, qu'on a abrogée en tout cas par une loi. Mais en tout cas, les syndicats attendent vraiment, et ce groupe Lyotte aussi, attend vraiment, si vous voulez, que les Français sont vraiment contre cette réforme et surtout contre l'article 7 sur les du passage des 62 ans aux 64. Et beaucoup ont contesté la manière dont le texte a été adopté par un 49.3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat sur ce fameux article 7, donc pas de débat démocratique. Et derrière, c'est toute la question, en tout cas, du dialogue social. Parce que Elisabeth Borne, effectivement, dit il faut revenir à la table des négociations. Et en même temps, en utilisant le 49.3, effectivement, les partenaires sociaux se posent des questions. Et les députés, par ailleurs, dont on va parler, dont les revenus ont un petit peu baissé, en tout cas même leur statut. Juste un mot quand même sur le partage de la valeur, parce
que ça, c'est une ANI, un accord national interprofessionnel qui n'a pas été validé par la CGT, mais par les autres. Quand on rentre un tout petit peu dans le détail, objectivement, vous êtes un économiste, c'est assez complexe. Et l'idée, quand même, pour le dire en une phrase, c'est que les PME participent aussi à ce partage de la valeur et qu'il n'y ait pas que les grandes entreprises structurées qui ont... Est-ce que vous y croyez ? Moi j'ai voulu appeler cette séquence-là coup de com' autour du partage de la valeur. Ça fait un peu coup de com', ça fait un peu regarder, on va partager la richesse. Oui, alors les plus petites entreprises pourront mettre en place des programmes d'intéressement-participation. Ça ne veut pas dire qu'elles le feront forcément. Ça ne veut pas dire que ça va ruisseler forcément. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation donnée aux entreprises qui feraient X profit pendant X années. 3 ans minimum déjà pour commencer. Voilà, pour commencer. Mais en fait, c'est pas un engagement formel sur on va donner tant aux salariés. Non, mais est-ce que ça peut éteindre l'incendie que vous évoquiez tout à l'heure, qui nous dit l'inflation, les Français ont plus 15 quand ils font leurs courses, il y a l'énergie, est-ce que ça peut éteindre l'incendie qui est de dire mais regardez, l'entreprise partage ? Moi, je ne sais pas si ça peut éteindre l'incendie, parce que finalement, tous ces dispositifs dont on parle, ce sont des extensions d'un dispositif bien connu, c'est intéressement et participation, ou prime Macron, rebaptisé prime de partage de la valeur. Donc c'est un coup de com'. Alors non, c'est pas forcément un coup de com', mais ça n'est pas une révolution. En fait, la vraie révolution, c'est que les salariés soient associés à la vie, à l'aventure de l'entreprise, dans tous les sens du terme, évidemment. C'est-à-dire, la vraie révolution, par exemple, serait de distribuer des stock options, ou l'équivalent de stock options, à absolument tout le monde. Alors là, ça ferait le lien entre le salarié et l'entreprise serait beaucoup plus salarié fort, actionnaire. Mais ce serait aussi un lien quand il y a des échecs et quand il y a des pertes. Donc ça serait ça la vraie révolution. Là, on bricole toujours autour du même concept, rajouter un petit peu d'argent sur la fiche de paye, et certains syndicats disent non, on veut pas de primes, on veut des augmentations de salaire, pas un débat très neuf. Vous en pensez quoi, Angélique Pétel ? Parce qu'il y a quand même, dans l'idée du gouvernement, vous avez vu le train de projet de loi, je leur dis, c'est quand même autour du travail, de la transformation du travail, de France Travail, de partage de la valeur. Il y a quand même cette idée-là chez le gouvernement. D'ailleurs, le projet de loi immigration, vous avez vu, a été mis sur le côté. Alors, on fait beaucoup porter au gouvernement qui retranscrit normalement l'accord national interprofessionnel. Donc, les partenaires sociaux ont quand même signé fin février cet accord. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, si vous voulez, la révolution finalement dans ce qu'ils ont signé, c'est effectivement l'accès à l'épargne, en tout cas des salariés qui sont dans des PME. Parce que la problématique, c'est pas pour les grands groupes, c'est pour les PME finalement. Ça existe déjà finalement pour pouvoir partager la valeur. Est-ce que les PME vont s'emparer de ce sujet ? En tout cas, il y en a qui commencent, voire même des TPE qui commencent, puisque les branches professionnelles doivent mettre en place un accord atypique, enfin un accord type, pour que les TPE, en tout cas, puissent mettre en place ces accords. Donc moi, j'y crois, et je pense que ça peut être aussi un bon moyen de repartager la valeur. En tout cas, ça oblige les syndicats et les salariés à se remettre autour de la table en entreprise. Et n'oublions pas qu'on a, par exemple, Total, à un moment donné, cette question du partage de la valeur s'est posée avec Patrick Pouyanné, qui avait une rémunération qui était supérieure à l'inflation. Donc on a eu des grèves qui ont dit, où les salariés et les syndicats ont dit, mais nous on n'est pas d'accord avec ça, on partage autrement la valeur. Donc je pense que c'est un vrai sujet qui inquiète les Français et qui veulent voir en tout cas le partage de la valeur autrement. Un dernier mot, parce que je dirais qu'on parle des députés quand même, c'est assez intéressant de voir le salaire des députés, puisqu'on parle d'inflation, on parle de salaire, et là on voit qu'il rétrograde. Quand même, vous l'économiste, vous nous dites, attention, soyons pas toujours noirs, le chômage va encore peut-être baisser. Vous les regardez comment les 6 prochains mois à travers vos études Asterès, parce que vous nous produisez chaque semaine des études qui sont extrêmement passionnantes. On va vers plutôt des crispations, plutôt vers une économie qui va réaccélérer. Comment on avance là ? Je pense que sur 2023, ça va être assez poussif encore. C'est-à-dire que... la croissance est faible. Voilà, la croissance sera faible. On sera sur entre 0,5 et 1% de croissance sur l'année. Alors... On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, parce que rappelons-nous qu'à l'automne, on se demandait est-ce qu'on va pas avoir une récession, est-ce qu'on va pas avoir des coupures de courant, est-ce que la production industrielle va pas s'effondrer. C'est vrai, on n'en a pas eu et on n'est pas en récession. On n'a pas eu de récession, la production industrielle s'est globalement maintenue en Europe, donc c'est sûr qu'on est sur un rythme de croissance faible, et la croissance potentielle française c'est 1,5, on va être à 2 fois plus faible. Donc ça c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est qu'au vu du choc inflationniste et énergétique quand même gigantesque qu'on a connu, tout compte fait, on s'en sort pas si mal. L'économie européenne a été plus résiliente en fait qu'on ne l'aurait cru. Donc il y a un peu d'optimisme sur ce plateau, et est-ce qu'il y a des incidences sur l'emploi quand même, à court terme, je pense que monsieur a raison. Il y a quand même 2 points de vigilance. Il y a la dette
quand même 3 000 milliards de dollars. Fichte. 3 000 milliards d'euros, pardon. Et puis des taux d'intérêt qui continuent d'augmenter apparemment. Donc le service de la dette va augmenter et on est très tendu sur ce sujet-là en France. On voit qu'il y a une certaine inquiétude au gouvernement quand il commence à parler de la dette. Et puis la deuxième chose, ce sont les faillites, les fameuses faillites d'entreprises. Des faillances en hausse. L'espèce de mystère pendant le Covid. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de faillites après l'arrêt des aides? Et là, elles repartent. Que là, elles repartent. Et que peut-être que les entreprises zombies vont véritablement disparaître. Ben voilà, il y a un enjeu autour de ça. Le salaire des députés qui vont devoir d'ailleurs voter une loi de transformation de Pôle emploi en France Travail, mais aussi des lycées professionnels, puisque tout ça sera dans le même texte. C'est pas rien, c'est d'unir les missions locales, tous les acteurs de l'emploi, les régions, les départements. C'est une petite révolution. Des salaires de députés d'indemnité parlementaire, on ne parle pas de salaire, de 7 493,30 €, avec une indemnité de résidence de 174,60 €. Ça, c'est pour les métropolitains. Et pour ceux qui sont évidemment en Outre-mer, 1498,66 €. Par expérience, ils avaient des salaires supérieurs quand on y additionnait les indemnités de frais de représentation de mandat, l'IRFM. C'est à la hauteur, parce que dans les textes, et quand on regarde les articles sur ce sujet, c'est de dire l'État doit fournir un salaire assez digne, suffisamment digne aux députés, en un mot, pour ne pas les corrompre, pas qu'ils soient corrompus, et qu'ils aient un niveau de vie satisfaisant. Vous, l'économiste, c'est le bon niveau, ça, pour un élu de la République ? Alors, le bon niveau, c'est toujours... Je ne cherche pas à vous piéger. Hein, non, mais je suis d'accord, mais c'est toujours très difficile de dire... Parce que sur une économie de marché, la rémunération, c'est assez simple, c'est la productivité, si on est bêtement économiste. Là, c'est une indemnité. Mais là, on est sur des gens qui ne vendent pas de services, qui ne sont pas sur un marché. Non, ils votent les lois. Voilà, ils votent les lois. Ils contrôlent. Il n'y a pas vraiment de loi économique absolue pour dire... Voilà, ça donc l'économiste est perdu par rapport à une indemnité. Oui, mais l'économiste est toujours un peu perdu sur le salaire des fonctionnaires. Ça, il faut des fonctionnaires au sens large, voilà, qui ne sont pas sur un marché. Vous en pensez quoi, Stéphane? Parce que d'abord, le député, c'est quelque chose de très important, c'est un job très important, c'est un peu comme les enseignants, c'est toujours difficile de mesurer la productivité d'un enseignant, mais un député, c'est quelqu'un dont le travail le met en rapport avec des grands patrons, avec toute une série de gens à l'égard desquels il doit maintenir son indépendance. C'est la qualité de son travail qui en dépend, et c'est la qualité des lois qui en dépend. Donc si il est dans une situation économique trop inférieure à ses interlocuteurs, à partir d'un certain moment, on sait très bien que s'engage une mécanique d'infériorité qui peut mener à... Donc il y a un danger. Donc il y a un danger. Donc il faut qu'il soit bien payé. Cela dit, quel est le nombre, je sais pas. On était riche à 4 000 € pour François Hollande, vous vous rappelez? Parce que puisqu'on parle salaire, ça lui avait... C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ça lui a collé au doigt, ça d'ailleurs aussi. Dans la perception des Français, finalement, ce sont des nantis, les députés. Ils font quand même partie des 3% des personnes les mieux payées. Ça peut susciter de l'antiparlementarisme et de la défiance encore. Ça peut susciter de la défiance, mais surtout, ce qu'il reproche, c'est de dire mais nous, on nous demande des efforts. Et puis finalement, l'exemplarité, elle n'est pas là. On a des députés qui sont dans le privilège financier. Donc il faut quand même, en tout cas, se poser la bonne question de qu'est-ce qui est finalement acceptable à la fois pour les députés, pour qu'ils puissent exercer correctement leurs fonctions, et en même temps ce qui peut être entendable par un Français. Juste un mot sur, vous avez évoqué la démocratie en entreprise, parce que ça faisait écho évidemment à ce qu'on allait évoquer sur les députés. C'est eux qui portent la démocratie, ils votent les lois, ils vont examiner des textes là dans quelques semaines qui vont transformer nos vies. La démocratie en entreprise, je ne sais pas si l'économiste là face à ce sujet est perdu, parce qu'on est proche de la sociologie, mais il y a quand même chez les salariés citoyens l'idée que l'entreprise doit être aussi un réceptacle démocratique. Non mais c'est une question très importante en gouvernance d'entreprise. Il y avait cette vision un peu anglo-saxonne actionnariale de l'entreprise. Ce qu'évoquait Stéphane. Ce qui est l'actionnaire. De toute façon, l'entreprise est propriété de l'actionnaire. Son but, c'est de maximiser la valeur, point final. Point. Mais il y a aussi beaucoup d'autres approches. Par exemple, en Allemagne, la cogestion, où les salariés ont un poids plus important. Et les syndicats puissants. Voilà, et les syndicats, les deux ont un poids beaucoup plus important dans les décisions. Et c'est vrai que le modèle purement actionnarial, on va dire à l'anglo-saxonne, il montre un petit peu ses limites, parce qu'on a vu aux États-Unis les salaires des grands patrons qui ont flambé, des stratégies d'entreprise parfois court-termistes. On est dans ce débat en France, les écarts trop importants on est aussi entre dans ce débat, oui, le patron et le plus bas salaire. Sur les stratégies d'entreprise, est-ce qu'on maximise la valeur actionnariale à court terme, est-ce qu'on investit plutôt à long terme? Donc c'est des débats très, très, très importants. Ce serait une un jour pour l'écho, ça, cette question de la démocratie, c'est-à-dire c'est un mot qui est réservé à l'Assemblée nationale, au Sénat ou à des cénacles régionaux, dans l'entreprise. Alors je pense qu'il ne faut absolument pas que l'entreprise devienne une démocratie, ce serait une très très mauvaise idée. Et ça monte ce sujet. Mais le sujet monte. Mais alors, à mon avis, il monte sur deux voies
qui ne sont pas forcément le management. Il y a la voix des parties prenantes, on parle de plus en plus des parties prenantes et de l'importance qu'elles ont, et de fait elles ont une importance considérable. Si on ne les connaît pas et si on ne traite pas avec eux, l'entreprise va devenir assez rapidement aveugle et inopérante. Et deuxièmement, ce qu'on appelle la démocratie actionnariale, qui consiste à ce que les actionnaires puissent s'exprimer avec des salariés. Et ils le font de manière de plus en plus organisée, virulente et efficace dans les assemblées générales. Angélique Pétel, avant de nous quitter, cette grève des scénaristes, parce qu'en date régulière, tous les 10 ans, il y a des grèves très puissantes. Comment vous la regardez, cette grève, nous qui sommes dans un mouvement social violent? On a des scénaristes qui font à la fois les séries les plus connues et des films, évidemment, qui écrivent pour faire parler des vedettes américaines. C'est incroyable, ça. Ça veut dire que le partage de la valeur, c'est pas qu'un sujet français. C'est un sujet international qui a traversé l'Atlantique. Les scénaristes à Hollywood sont considérés comme des ouvriers, finalement. Et eux, ce qu'ils demandent, c'est quoi dans leurs revendications? C'est, encore une fois, le partage sur les succès, en tout cas, des séries. N'oublions pas qu'on a 2007-2008, une première grève de 100 jours, effectivement très puissante, par ce syndicat, le Writers... c'est la guilde des scénaristes. Exactement, des guildes des scénaristes. Et il y a eu quand même un coût de 2 milliards et des retards dans les séries. Alors, un autre sujet sur les scénaristes qu'on n'a pas évoqué sur le partage de la valeur, c'est aussi qu'ils demandent dans leurs revendications, et ça, je pense que c'est un vrai sujet, c'est que les scripts par les studios ne soient pas pris en compte par le chat GPT. Parce que c'est aussi un concurrent. Vous avez raison, très important. Que l'IA n'intervienne pas. C'est intéressant. États-Unis, pays du libéralisme, en fait, on voit quand même des scénaristes qui descendent dans la rue, qui bloquent l'industrie Hollywood. C'est assez intéressant de voir ça. Ah bah bien sûr. Et puis Hollywood et les plateformes de streaming ont pris un peu le pouvoir par rapport aux studios traditionnels. Les séries qui sortent des plateformes de streaming ont tendance à être moins longues, 8 ou 12 épisodes, contrairement à 20 avant. Donc les gens sont payés moins souvent. Là-bas, ils sont payés tous les 15 jours. Et par conséquent, le revenu global baisse. Et donc, il y a une sorte de prolétarisation du métier de scénariste à Hollywood. Un tout petit mot pour conclure. Vous qui écrivez sur le cinéma et Audiard. Oui, alors ailleurs. Je pense qu'il y a un sujet très important pour les scénaristes qui est ChatGPT. Parce que je pense qu'ils sont clairement en première ligne. Ça fait partie de ces métiers avec les traducteurs et autres qui sont clairement en première ligne. Et est-ce que dans 10 ou 20 ans, il y aura encore tout simplement des scénaristes? Et je pense qu'il y a une vraie angoisse que je comprends de la part des scénaristes. Je crois que vous avez raison. Le fond de ça, cette angoisse, elle est aussi liée à l'IA, au-delà de la rémunération. C'est qu'à terme, ils peuvent avoir des scénarios clés en main qui sont produits, fabriqués par l'algo. C'est ça que vous dites. Je pense que c'est un vrai risque pour ce genre de métier. Oui. Et vous êtes optimiste parce que 10 ans, moi je pense que c'est plutôt 5 ans. Peut-être. Je pense que c'est à moins de 10 ans. Moins de 10 ans, on est d'accord. Sujet, on le dit souvent, quand ça démarre aux États-Unis, ça arrive assez rapidement chez nous, en France et en Europe. Donc c'est un sujet qui va nous impacter, nous aussi, dans nos métiers respectifs. Évidemment. Merci à vous. J'espère qu'il y aura encore des livres écrits par des vrais écrivains. Vous qui écrivez des livres, Stéphane, et vous, Sylvain, qui écrivez des livres. On va continuer à écrire nos livres quand même. On va se battre. Contre ChatGPT. Contre ChatGPT, exactement. Merci Stéphane Marchand. La une de Pour l'Écho, qui n'a jamais payé au black, avec un point d'interrogation sur ce travail de la main à la main sans TVA, à découvrir dans Pour l'Écho. Merci à Sylvain Bersinger, économiste Asterès, avec vos notes vos notes de... Alors, notes de conjoncture, notes d'analyse, on en fait de plusieurs sortes. J'adore le mot note de conjoncture. Merci à Angélique Pétel, senior manager chez SIA Partners. Merci à vous trois, c'était un vrai plaisir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On était très optimiste sur ce plateau. On va parler aujourd'hui avec le président de la Fédération nationale de l'habillement de la difficulté du petit commerce de l'habillement. La situation est complexe et on l'accueille. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On parle de l'habillement, de l'industrie de l'habillement. On s'habille tous, évidemment. Une crise peut-être durable, notamment dans le commerce de proximité, de ces commerces que vous avez dans vos centres-villes, des grandes villes et des villes plus moyennes. Pierre Talamon, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement. Comme ça, dans les grandes masses, quelle est la situation de votre secteur d'activité? On a eu Dominique Restineau, le président de la CCI Île-de-France, sans citer la Fédération nationale de l'habillement, nous disait qu'il y avait quand même une crise forte dans le commerce de proximité, et vous faites partie de ce commerce de proximité. Oui, parce que la Fédération nationale de l'habillement, c'est le syndicat patronal, en fait, l'organisation professionnelle des boutiques de mode indépendantes, 30 000 boutiques de mode indépendantes en France, 80 000 salariés. C'est 12 milliards aussi de chiffre d'affaires.
Donc on ne représente pas les grandes enseignes ou les chaînes spécialisées qui ont d'autres fédérations, organisations et avec qui d'ailleurs on travaille étroitement. Donc ce sont des artisans, on peut le dire comme ça. Sont des indépendants, des détaillants, des multi-détaillants. Ils peuvent avoir plusieurs boutiques. On a des capitaines de commerce, je dirais. Il y a des capitaines d'industrie, mais il y a aussi des capitaines de commerce qui ont jusqu'à 30 boutiques en Bretagne, 300 salariés. C'est quelque chose quand même. Quel est le fond du problème? Quelle est la difficulté? Est-ce que c'est lié à la manière dont on consomme aujourd'hui, lié à tous les sujets autour de l'écologie, du développement durable, de la fripe, du recyclage, ou est-ce que c'est lié aussi à la dévitalisation des centres-villes liés aux grandes surfaces qui sont placées à quelques kilomètres des centres? Dans l'ensemble, si vous voulez, vous avez quand même une bipolarisation du marché. Vous avez l'entrée de gamme qui marche plutôt bien aujourd'hui, et vous avez le premium et le luxe. Bon, entre deux, vous avez... Il n'y a plus de classe moyenne dans le vêtement. Vous avez le moyen de gamme, mais pour prendre un exemple bien connu, vous avez Camailleux, qui voit sa naissance en 84, et puis ensuite vous avez Zara en 90, et vous avez ensuite H&M. Bon, ça sont quand même des forces de frappe commerciales, des mastodontes qui à l'époque et qui toujours aujourd'hui d'ailleurs peuvent proposer un rapport qualité-prix. Par le volume. Par le volume, et qui est très difficile à supporter par ces marques françaises qui, on le sait, ont décliné là, ces derniers temps. Fermé avec des fermetures de groupes. Oui, on a vu Camailleux. Des séries noires. Pierre Talamon, quand vous avez Olivia Grégoire face à vous et que vous avez ses représentants, ses conseillers, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Alors, nous réclamons d'abord une baisse des charges quand elle est possible, parce qu'il y a un effet ciseau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est sur un marché quand même atone, on n'a pas retrouvé le niveau d'avant-crise, on augmente par rapport à 2021, mais on augmente en chiffre d'affaires, et pas en volume, parce qu'il y a l'inflation qui c'est à 6% sur les vêtements. Donc je lui dis, la priorité par exemple c'est les loyers. Il faut absolument baisser les loyers. On a tous fait partie d'une concertation en juillet 2022 pour le bouclier des loyers à 3,5%. Mais il faut continuer et aller au-delà, c'est-à-dire reconnecter la réalité du marché, du commerce physique avec le montant des loyers. Avant de nous quitter, l'emploi, vous craignez pour l'emploi ? Ben oui, parce que quand vous avez une entreprise qui ferme, forcément, vous avez des emplois qui tombent. Donc c'est compliqué, et notamment dans des boutiques qui peuvent aussi employer plusieurs salariés, des vendeurs, des vendeuses. Donc c'est problématique. Merci Pierre Talamon d'être venu nous rendre visite. On vous réinvitera parce que je pense que ça mérite une table ronde plus large sur ce sujet. Oui, c'est important parce que c'est au cœur de notre économie, de notre compétitivité. Et de nos centres-villes. Et de notre vie sociale. Et je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement, avec une situation délicate, mais je sais que vous êtes en discussion étroite avec la ministre en charge des PME, Olivia Grégoire. Le message est passé en tout cas. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Je vous remercie évidemment de l'avoir partagée avec moi. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à l'équipe de programmation évidemment. Nicolas Juchat et Alexis, merci à vous pour vos messages et votre fidélité à l'émission et à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous dis même à demain. Bye bye.